Bonjour. Bienvenue dans la toute première review One Piece de la chaîne. Chapitre 1146, c'est parti. Les aventures de Yamato. Alors on y voit Yamato, Ulti, Page One, Otama et Minamoto le réparateur de faux raccords. Après que Yamato les ait sauvés de ce couard de Who's Who, Ulti décide de devenir la subordonnée de Yamato. Les deux se réconcilient enfin. Alors que dire? Perso j'ai toujours autant de chum que Yamato n'ait pas rejoint les Mugi. C'est le plus gros faux espoir qu'on m'ait mis dans la tronche. Je me revois faire une nuit blanche pour savoir si elle les avait rejoints. Enfin bref. Et cette couverture va appuyer le truc parce qu'elle est en train de créer son propre équipage là. Alors plusieurs hypothèses. Est-ce qu'elle les rejoindra en prenant la mer avant que Luffy revienne à Wano? Wano c'est un peu du passé, je le vois mal revenir de sitôt. Ou elle prendra part à la grande bataille finale, on y reviendra. Avec son équipage composé d'Ulti, Page One, c'est sûr qu'il suivra, il a pas son mot à dire, et peut-être du reste des Topiropo, même si je pense que Who's Who c'est un peu baisé. En tout cas, on se fera mener à tous les revoir et ça fait plaisir. Yamato, Ulti, il a écrit argent sur sa tête, hein. Page One. Le chapitre est principalement basé sur la rencontre entre Gunko, les Mugi et Colon. On va apprendre des choses intéressantes. Gunko nous dit qu'une fin du monde était programmée par le gouvernement, mais qu'elle fut repoussée à cause de lanceurs d'alerte, à savoir le professeur Clover, Nico Olvia et Dr Vegapunk. Alors déjà, merci à eux. Et je vous pose la question. Si Clover, Olvia et Vegapunk avaient tout intérêt à empêcher ce cataclysme, quel est l'intérêt pour le gouvernement de faire une chose pareille? Quel intérêt a Im de gouverner sur une terre vide? Où est-ce que les dragons célestes vont trouver leurs esclaves sur une terre vide? J'aimerais savoir la raison. Il y a de quoi théoriser. Moi je me dis, tout détruire pour tout reconstruire. Si on vire tous les récalcitrants, tous les dits, tous les révaux, et si on réussit à poser une vigilance sur toutes les naissances du nouveau monde, ça évite d'avoir des Joy Boy, des Luffy, des Dragons, des Clover, des Vegapunk. Plus d'opposants, qu'une seule race et un pouvoir légitime, et un siècle vraiment oublié. Surtout avec la montée des eaux qui effacerait toutes les preuves, dont les poneglyphes. Parce que comment on détruit le monde? Avec Pluton? Avec Poséidon? Avec Uranus? Je pense qu'ils l'ont déjà. Il y a plein de choses. Gunko nous annonce que la fin du monde arrivera bientôt et qu'une guerre impliquant le monde entier submergera le monde. Ce qui offre de l'espoir sur le retour de ce bon vieux Kaido qui sortirait de son volcan. Car je rappelle qu'il voulait, avant de mourir, lancer la plus grande guerre que ce monde ait connue. Et ce n'est certainement pas Onigashima. Non, une guerre qui mêle les armes antiques. Ce qui clorerait son arc de personnage en beauté. La fresque a tout spoilé. Il s'en est caïpant, avec en plus la petite ref ANR dans ce chapitre qui montre que Oda ne l'a pas oublié et que l'Arche Maxime ne tardera pas à arriver. Mis à part les révélations, Gunko va nous faire une démonstration de l'étendue de son pouvoir. Elle va rouler sur tout le monde, on va pas se mentir. Que fait Jinbe? Enfin bref, ces flèches ne servent pas qu'à planter, mais également à traduire ses futurs mouvements. Technique à ne pas sous-estimer, Brook et Jinbe en ont fait les frais, car on peut aussi changer la direction des attaques des autres. Et faire des reverse à la Uno. Usopp qui fait quelque chose. J'ai beaucoup d'espoir pour lui dans cet arc. Ça fait pas mal de temps qu'il fait pas grand chose. La dernière masterclass, ça date à Dressrosa. Zo, spectateur. Whole Cake, pas là. Wano Onigashima, il se faisait courser par des dinosaures. Egghead, spectateur. Enfin bref, il va réussir à détruire Gunko. Et cette dernière va se régénérer, comme avaient pu le faire les 5 doyens sur Egghead. Alors, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé que cette capacité soit uniquement réservée aux Gorosei, que Im ait complètement la main mise sur eux, que c'est elle qui les maintienne en vie et qui les fasse se régénérer comme des marionnettes. Car on va pas se mentir, ils sont morts. Il y a que le docteur Kureha pour vivre jusqu'à 800 ans. Et que les chevaliers divins aient un peu plus d'indépendance. Du coup, dommage pour Gunko, qui n'est même pas une sainte. Et pour Garling, qui était pour moi le membre du Gorosei le plus authentique. Mais il semblerait que Im ait le contrôle sur toute son armée. Et sinon, je n'ai jamais vu autant de gens aussi faibles physiquement que dans le gouvernement et dans les derniers chapitres. Alors est-ce qu'ils ont une constitution différente? Comme dirait Gunko, une génétique de dieu? Antiphrase du fait qu'ils sont en sucre? Je ne sais pas. Vous vous doutez qu'avec un pouvoir pareil, personne ne peut l'attester. Et Nami, Brook, Jinbe et Usopp vont tomber du bateau, gardant le petit colon pris au piège. Ça y est, tous les enfants de l'école sont des otages. Et le plan des chevaliers divins de rallier les géants à leur cause pendant la guerre coule d'autres sources. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Ça n'en serait que plus tragique. Voir un Dory Broggy, un Ajrudin, ou même un Gaban qui se battrait à contre-cœur contre les Mugi.
Au moins lors de la première partie, sinon ça marche pas avec la fresque. Je pense pas Loki, je pense qu'il s'emballait, qu'il rejoindra quand même Luffy lors de cette grande guerre énoncée par Gunko. En espérant que l'un d'entre eux puisse remonter sur le bateau, et pourquoi pas Monsieur Gaban, qui pourrait rappliquer et sauver son fils. Sinon que dire de plus, Gunko se branle mais royalement de Brook. Alors elle l'a peut-être pas reconnu, mais j'espère que le fait qu'elle aime sa musique ne soit pas passé à la trappe. À mon avis, elle ne se balade pas dans cet accoutrement pour rien. Peut-être pour plaire à son idole. J'essaye de défendre Oda, ok? Autrement, Brook qui se prend le reverse et Nami qui sauve Usopp m'a bien amusé. On retrouve Saint Limoshiv Kiringam, ce SS, qui va éclater, mais littéralement Kiba, le directeur de l'école. J'espère qu'il s'en remettra. Tandis que Ange ne peut plus bouger. Donc là, on voit bien la supériorité des chevaliers divins, qui se débarrassent aisément de la race la plus puissante de One Piece, les géants. Et quel pouvoir! Plus besoin d'endormir les gens, il peut immobiliser les gens réveillés maintenant. Hâte de voir la suite de ses pouvoirs, même si j'aurais préféré que le pouvoir du Kirin soit à quelqu'un d'autre qu'un sale raciste. Je verrais bien Kiringam contre Usopp. Pour moi, il lui faut un exploit sur Elbaf, et Kiringam est le gros poisson qu'il lui faut. Si Usopp ne se fait pas un chevalier divin, je fais un backflip. Sinon, le fait qu'ils ne savent pas ce qu'est un escargophone montre qu'il est au-dessus de tout, et au-dessus des créations humaines. Je trouve ça intéressant. On retrouve Saoro, qui est impuissant face à Sommers. Ce dernier demande à Robin et Chopper de rester cachés dans ses cheveux, avant de s'effondrer dans les épines. Alors là, j'aurais bien aimé que Saoro essaye de lui mettre 2-3 patates, rien que pour l'attention. On n'a surtout pas envie que Saoro meure, mais on a l'impression qu'il a une épée de Damoclès sur la tête, ce mec. Croyez-moi, je suis à la relecture d'Agnès Lobby. Prendre le combat alors qu'il est fini, c'est dommage, je trouve. J'aurais aimé en voir plus. Maintenant, reste à savoir ce que compte faire Sommers. Et est-ce que Robin compte faire quelque chose? Un 2v1 peut être judicieux. Sommers, c'est le parfait counter du Hana Nomi. Sommers nous refait passer le roi Harald pour un gentil, de par la construction d'une école à la Charlemagne et de la bibliothèque de Hibou. Oda fait encore planer le doute. Perso, on nous a toujours dit « Don't judge a book by its color ». Mais vu sa gueule, y a rien de gentil en lui. Sommers a donc le somme que les géants se soient attendris. Malgré leur longévité, rien ne reste de marbre. Le monde évolue. Pour finir, on a 3 courts points de vue de la bataille contre les cauchemars de Kiringam. On a Dory et Brogy qui s'amusent, ils se sont fait le Sphinx, l'espèce de fantôme là, et le squelette. Du côté Lilith, Ripley, Bonnie, Frankie aussi s'est occupé de l'espèce de nuage. Je ne sais pas, et j'espère que c'était le dernier. Il y en a marre de ces jobbers. Sinon, on peut voir Luffy et Loki qui sont repus et bien en chair. Loki qui a la même silhouette que lorsqu'il fut introduit. Rien de plus à dire. Bougez-vous le cul. Voilà, c'est à peu près tout pour ce chapitre. Les chevaliers divins n'ont pas fini de nous surprendre, mais il me manque un chiffre. One Piece, ça a toujours marché comme ça. Les 7 corsaires, les 4 empereurs, les 11 supernovas, les 5 doyens. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre en commentaire, et moi je vous dis bisous, abonnez-vous.